Puisque l'invasion de l'Irak en 2003 fut une guerre d'agression sans aucun fondement légal, justifiée uniquement sur des mensonges, comment ne pas alors songer à l'invasion de la Pologne en 1939 et au faux prétexte de protéger la minorité allemande qui y vivait? Et comment ne pas s'interroger sur le vrai motif? En mai 2004, Ernest Hollings, sénateur démocrate de la Caroline du Sud depuis 1966, achevait son dernier mandat. Dans un article publié dans le Charleston Daily Post, il écrivait « Puisque l'Irak n'était pas une menace, pourquoi envahir un État souverain? La réponse est simple, la politique du président Bush est d'assurer la sécurité d'Israël. » Accusé d'antisémitisme, le brave sénateur, loin de se dégonfler, prit la parole au Sénat. « Je ne m'excuserai pas pour ce papier. Ce sont mes adversaires qui devraient s'excuser pour m'accuser d'antisémite. Bush est parti en guerre pour Israël, et tout le monde le sait. » Puis faisant allusion au rôle de l'AIPAC, le plus important lobbyiste à Washington, Hollings rajoutait, je cite, « Vous ne pouvez pas avoir une autre politique sur le Moyen-Orient que celle que vous dicte l'AIPAC. » Fin de citation. Quelques mois avant l'invasion de l'Irak, le général en retraite Wesley Clark, ancien commandant en chef des forces de l'OTAN, reconnut dans une interview que ceux qui prônent cette invasion reconnaissent en privé qu'il est bien possible que Saddam Hussein ne dispose pas d'armes de destruction massive. Mais ils sont tout simplement préoccupés par le risque que dans le futur, ils puissent fabriquer une bombe contre Israël. Six mois avant l'invasion de l'Irak, le président Bush avait réuni à la Maison-Blanche une douzaine de sénateurs et représentants. Elle leur avait dit, je cite, « Le plus grand danger, c'est Saddam Hussein et ses armes de destruction massive. Il peut faire sauter Israël et déclencher un conflit international. » Fin de citation. Puis dans un entretien avec Elie Wiesel le 27 février 2003, il dit encore « Si nous ne désarmons pas Saddam Hussein, il pourrait bien balancer une arme de destruction massive sur Israël et en représailles, ils feront ce qu'ils ont à faire et nous devons l'éviter. » Fin de citation. En mai 2003, c'est Condoleezza Rice qui fit écho aux propos de son patron lorsqu'elle déclarait « La sécurité d'Israël est la clé de la sécurité du monde. » La guerre d'Irak fut donc bien une guerre pour Israël, et personne d'autre que Mearsheimer et Walt l'ont mieux résumé. Voici ce qu'ils écrivent. La pression d'Israël et du lobby pro-israélien fut non seulement le seul facteur derrière la décision d'attaquer l'Irak, mais il fut aussi décisif. Quelques Américains croient que ce fut une guerre pour le pétrole. Or, rien, absolument rien ne permet de l'affirmer. En fait, la guerre fut motivée uniquement par la sécurité d'Israël. Mais alors, pourquoi le 11 septembre? Pour répondre à cette question, il faut remonter quelques années en arrière. Au milieu de l'année 1996, un rapport commandé par Benjamin Netanyahou, alors Premier ministre d'Israël, était intitulé « Une rupture, une nouvelle stratégie pour garantir la sécurité du territoire ». Et ce rapport appelait à se débarrasser de Saddam Hussein. Ce qui était intéressant, c'est que les auteurs de ce rapport n'étaient autres que Richard Pearl, Douglas Feist et David Wamser, trois néoconservateurs américains qui tous trois occuperont des fonctions importantes de l'administration Bush. Le 26 janvier 1998, ces néoconservateurs avaient rendu publique une lettre ouverte au président Clinton, appelant explicitement à attaquer l'Irak et à renverser Saddam Hussein. Toute la fine fleur des néoconservateurs s'était portée signataire. Le 3 mai 1999, Andrew Krepinevich préconisait devant la Comité pour la défense du Sénat américain un nouveau Pearl Harbor pour créer un choc psychologique, reprenant mot pour mot un paragraphe du projet pour le nouveau siècle américain publié 2 ans plus tôt. Pendant toute l'année 1999,
Wolfowitz, Pearl et Condoleezza Rice vont régulièrement fréquenter le palais du gouverneur du Texas pour faire l'éducation de George Bush. Le 3 septembre 2000, les néoconservateurs publient le rapport Rebuilding America's Defenses. Outre qu'à nouveau il est fait mention d'un nouveau Pearl Harbor comme élément catalyseur, il est dit que les États-Unis doivent contrôler militairement le golfe Persique. Pousser au renversement de toute une série de régimes politiques, y compris l'Iran et la Chine, et pourquoi pas aussi contrôler politiquement l'Internet. En juillet 2002, le député travailliste britannique Tam Dalyell dira de ce rapport qu'il ne s'agissait ni plus ni moins que d'une ébauche pour une domination mondiale des États-Unis, rédigée par une extrême droite fanatique et immorale qui aime la guerre pour la guerre, mais qui ne l'avait jamais vécue en première ligne. Pourtant, le 11 octobre 2000, dans un face-à-face avec Al Gore, en pleine campagne électorale, Bush se déclarera partisan d'une politique étrangère humble, et il rejettera explicitement une intervention en Irak. Cette affirmation, en contradiction directe avec les conseils prodigués par ses nouveaux mentors, a donné lieu à deux interprétations possibles. La première, Bush montait, la seconde, Bush était encore indécis. Toujours est-il que le 7 janvier 2001, dans un rapport commandé par Donald Rumsfeld lui-même sur la défense de l'espace aérien américain, il est écrit la chose suivante. La question est de savoir si les États-Unis seront suffisamment avisés et responsables pour agir assez tôt afin de réduire les vulnérabilités de son espace aérien, ou si, comme dans le passé, une attaque déstabilisatrice contre le pays et sa population, un Pearl Harbor aérien, devrait être le seul événement susceptible de galvaniser la nation et pousser le gouvernement à agir. Oui, vous ne rêvez pas. On voudrait annoncer le 11 septembre qu'on ne s'y prendrait pas mieux. Le 11 septembre au soir, George Bush écrivait d'ailleurs « Le Pearl Harbor du XXIe siècle a eu lieu aujourd'hui ». Enfin, dans l'édition de septembre 2002 du magazine Commentary, Norman Podhoretz, l'un des principaux théoriciens du courant néoconservateur, écrivait, je cite, « Les régimes qui méritent d'être abattus ne se confinent pas seulement à l'axe du mal Irak, Iran, Corée du Nord, mais au minimum devraient inclure la Syrie, le Liban, la Libye et même la famille royale saoudite et l'Égypte d'Hosni Moubarak, ainsi que l'autorité palestinienne, qu'elle soit dirigée par Yasser Arafat ou par un autre. » Il est donc parfaitement clair qu'avec Bush en janvier 2001, arrive au pouvoir une administration en quête d'un premier prétexte pour en découdre. Il est aussi parfaitement clair que parmi les plus farouches partisans de cette nouvelle politique impériale, les Likoudniks, sobriquet qui leur fut donné pour leurs liens étroits avec la droite israélienne, sont outrageusement majoritaires. La guerre en Irak fut donc déclenchée non pas pour des raisons de sécurité, ni même pour mettre la main sur son pétrole, mais bien dans le cadre d'une vaste opération devant aboutir à l'élimination de tous les États ennemis d'Israël. Le laps de temps compris entre le 11 septembre et mars 2003 ne servit finalement qu'à construire de briques et de broc un dossier d'accusation pour le Conseil de sécurité de l'ONU. Il est impossible de répondre à la question initiale sur la nécessité d'en passer par les attentats du 11 septembre. Mais en revanche, il est certain que les nouveaux maîtres à Washington étaient dans l'attente d'un prétexte, d'un choc, d'un événement qui puisse déclencher le processus qu'ils souhaitaient mettre en route. Or le temps jouait contre eux. Voici pourquoi. 1. Nous l'avons vu, les Américains n'avaient aucun prétexte légitime pour attaquer l'Irak, et cela pouvait durer des années encore. Mais plus les années passaient, plus les chances d'une normalisation du régime en place augmentaient. Deuxièmement, en tout état de cause, sans l'émotion créée par le 11 septembre, le Conseil de sécurité de l'ONU aurait tranché au mieux pour la reprise des inspections interrompues en 1998. Et ces inspections n'auraient forcément rien donné, nous le savons. Troisièmement, la Russie était encore en 2000 dans un état d'extrême faiblesse. Mais Poutine élu en mars est d'une autre trempe que son prédécesseur. Avant peu,
elle pouvait redevenir un obstacle insurmontable à une intervention armée américaine au Proche-Orient. Quatrièmement, les néoconservateurs ont vu dans l'arrivée de Bush au pouvoir une opportunité unique, mais limitée à un mandat de 4 ans. Enfin, ce qui était en jeu derrière le choc du 11 septembre allait bien au-delà du désir de se débarrasser de Saddam Hussein. Cela incluait sur le plan international, nous l'avons vu, une stratégie de domination globale, mais aussi sur le plan intérieur, la mise en place d'un régime sécuritaire dont le Patriot Act fut la clé de voûte, ce qui impliquait, dans un cas comme dans l'autre, de transgresser la Constitution. Imagine if your family was awakened in the middle of the night by a team of federal officers. Well, that's exactly what happened to a woman and her children in Granville County. We understand that because this case falls under the Patriot Act, a lot of the usual rights for defendants not available here. That's right, David. The Patriot Act was created after 9/11. It allows federal agents to investigate suspected cases of terrorism swiftly in order to better protect our country. And we have no rights under the Patriot Act to even defend them because the Patriot Act supersedes, basically, is superseding the Constitution. Ce Pearl Harbor, par qui fut-il donc déclenché? Rappelons tout de suite que jamais dans l'histoire un État démocratique n'a délibérément donné l'ordre de massacrer des civils pris au hasard au sein de sa population. Jamais, et encore moins en détruisant un symbole aussi fort que le World Trade Center. Nous avions déjà évoqué la question de la responsabilité de la CIA. C'est l'audition de Condoleezza Rice qui mit en quelque sorte le feu aux poudres. Every morning that summer, Bush received the President's Daily Brief, or PDB, outlining security threats to the United States. Isn't it a fact, Dr. Rice, that the August 6 PDB warned against possible attacks in this country? And I ask you whether you recall the title of that PDB. I believe the title was Bin Laden Determined to Attack Inside the United States. It did not warn of attacks inside the United States. It was historical information based on old reporting. There was no new threat information, and it did not, in fact, warn of any coming attacks inside the United States. They finally released the August 6th one, which had the now infamous headline, Bin Laden Determined to Strike U.S. And in her testimony, Condoleezza Rice, the National Security Advisor at the time, said this was merely a historical document. It was a review of, Bin Laden and Al-Qaeda and their intents and what they've done. And actually, when you read it, that is what it was. And it was also a red herring because I can't say that's why they released it, but it certainly was convenient because that document was the only one of the many that had been gone out over the previous few months that was historical. All the others were, there's an attack coming. There's an attack coming that's going to be devastating. There are going to be mass casualties. There is a terrorist cell in the United States that is plotting to strike. I mean, with a great deal of table pounding. And there was, I don't want to keep picking on Secretary Rice, but she did testify, if we had been made aware that there was an attack coming, we would have done something. Well, they were made aware. Who are the neoconservative leaders that you point to who are more interested in Iraq than in listening to what's happening with Al-Qaeda? Well, the lead fellow was Paul Wolfowitz, who was the #2 at the Pentagon. The neoconservative leaders who had recently assumed power at the Pentagon were warning the White House that the CIA had been fooled. According to the theory, bin Laden was merely pretending to be planning an attack to distract the administration from Saddam Hussein, whom the neoconservatives saw as a greater threat. End quote. Ce qu'il faut donc retenir de cette déposition et de l'enquête très fouillée de Kurt Eichenwald est la chose suivante.
Premièrement, Condi Rice a voulu couvrir son patron George Bush en ne mentionnant jamais les PDBs précédant celui du 6 août, le seul qui avait été délibérément rendu public parce qu'il était le moins explicite. Deuxièmement, l'imminence d'attentats terroristes n'était pas un secret pour la CIA et elle a tout fait pour en avertir la Maison-Blanche. Troisièmement, la précision avec laquelle la CIA a eu connaissance de ce qui allait arriver laisse penser qu'il y a eu des fuites parmi les instigateurs du complot. Quatrièmement, l'hypothèse d'une opération sous faux drapeau menée selon une chaîne de commandement normale entre la Maison-Blanche et la CIA ne tient pas. Et tout ceci est donc parfaitement conforme à l'éthique de la vie politique qui subordonne la loyauté de l'administration au respect de la Constitution. Ce qui ne l'est pas, c'est bien sûr l'attitude de George Bush, qui reste sourd aux avertissements de la CIA. Quant au fait que ce fut Paul Wolfowitz qui fut en pointe pour dénigrer les allégations de la CIA, non seulement on dit long sur l'ascendant que les néoconservateurs avaient pris sur le locataire de la Maison-Blanche, mais laisse fortement penser, même si ce n'est pas une preuve absolue, qu'il avait tout intérêt à ce que le complot réussisse.